Bienvenue dans cette nouvelle semaine dans le monde. Comme chaque vendredi, nous nous arrêtons avec mes invités sur les grandes actualités qui ont marqué la semaine. Rien qu'aujourd'hui, cette visite symbole de Barack Obama sur le site d'Hiroshima. Premier déplacement du genre d'un président américain en exercice qui intervient. On en parlera également en plein G7. Il s'achève aujourd'hui. Nous reviendrons également sur les blocages qui continuent ce soir en France et du gouvernement qui font face toujours aux Antilles El Khomri. Qui cédera le premier? On tentera de répondre à cette question. Et puis il y avait aussi cette semaine cette annonce du déblocage d'une nouvelle tranche d'aide à la Grèce. Les Européens qui se sont fait peur en croyant voir élu un premier président d'extrême droite. Cela se passait en Autriche, c'était lundi dernier. Il n'en est rien, c'est le candidat écologiste qui l'a finalement emporté de justesse. Vous verrez. Un tour de table, donc tout d'abord pour vous présenter mon équipe de cette semaine. Isis Ascour-Beretta, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes chargée des projets éditoriaux pour Cartooning for Peace. Christine Cardellan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là également, directrice de la rédaction de l'Usine Nouvelle et de l'Usine Digitale. Joseph Massescaron, vous êtes président du comité éditorial de Marianne. Et puis on termine avec vous, Ziad Limam. On vous présente encore, directeur du mensuel Afrique Magazine, coutumier de ce plateau. Une image donc tout d'abord. On commence avec cette image, cette étreinte. Vous l'avez probablement suivie. C'était en direct ce matin sur notre antenne entre le président américain et un survivant d'Hiroshima. Moment évidemment très fort alors que Barack Obama est le premier chef de la Maison-Blanche en exercice à se rendre sur le site touché par la bombe atomique. C'était il y a 71 ans. Ziad Limam, ça fait partie des images, selon vous, qui vont intégrer nos prochains manuels d'histoire, inévitablement? Ça fait partie des images que Barack Obama sème régulièrement pour renforcer un message qui a du mal à passer dans le monde d'aujourd'hui. Il a parlé de désarmement dans son discours. Il n'a pas reconnu la faute. Il n'a pas reconnu une éventuelle faute américaine. Il a insisté sur la nécessité des pays de se désarmer, de ne pas recourir au conflit. Et il adore ces images très symboliques. Et en même temps, on s'aperçoit qu'en Asie, par exemple, parce que nous, on est assez émus ici, mais quand on jette un œil sur Internet, on voit qu'en Asie, les réactions ont été assez contrastées. En particulier en Chine, où il y a eu un éditorial assez cinglant d'un quotidien proche, ils sont tous proches du pouvoir, mais disons un quotidien officieux qui dit tout ça c'est bien gentil, mais c'est la faute du Japon, et jamais le Japon ne s'est excusé pour les massacres, pour les crimes, pour la politique expansionniste. Et c'est vrai que dans cette histoire, depuis longtemps, on attend un mot qui viendrait quand même du Japon, qui soit... Il s'est passé quelque chose. Le Japon porte une responsabilité qu'ils n'ont jamais vraiment posée sur la table, ni même à l'intérieur de leur propre nation, comme pour essayer de se débarrasser de quelque chose. Et je pense que là, il y a quelque chose qui se joue. L'histoire, elle est hier, mais elle est aujourd'hui. Et on voit qu'aujourd'hui, au Japon encore, c'est quelque chose de difficile à dire. Christine Cardellan, vous êtes d'accord avec ça? Vous l'avez vécu comment, vous, cette image, cette visite historique? L'image est effectivement très, très forte. Je pense que le fait que Barack Obama n'ait pas fait d'excuses officielles, c'était aussi parce que ça arrange les Japonais. Si les Japonais entendent des excuses, ils sont obligés eux aussi tout le monde, de faire de l'introspection et de reconnaître leur responsabilité vis-à-vis de la Chine, de la Corée, etc. Mais c'est vrai que Barack Obama travaille pour l'histoire. Il prend des postures pour l'histoire. Son élection en elle-même était historique parce qu'il est noir. Après, il y a eu l'Obamacare, et puis depuis 2 ans, grosso modo, ça s'accélère. Je veux dire, il y a eu la reconnaissance de Cuba, enfin la reprise des échanges avec Cuba, il y a eu l'accord iranien sur le nucléaire, et puis maintenant la visite à Hiroshima. Barack Obama travaille pour l'histoire. On dira peut-être un jour qu'il n'a pas fait suffisamment d'actes, mais en tout cas, au niveau des discours, et il aura fait des discours qui auront marqué. Joseph Massescaron, il n'y avait personne d'autre pour occuper cette place de président américain sur le site d'Hiroshima. Ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre que Barack Obama? Barack Obama est extrêmement fort dans tout ce qui relève en effet de la communication. Pour moi, ça, c'est pas de l'histoire. C'est dans aucun cas de l'histoire. Je suis historien de formation, c'est rien. Cette image n'a rien à voir avec l'histoire. Non, mais franchement, c'est juste de la com. C'est très bon pour de la communication. Et ça restera en effet dans la communication quand on verra et quand on essaiera de faire le bilan de Barack Obama, qui est un bilan singulièrement contrasté et qui en tout cas est à des années-lumière de ce que l'on nous promettait quand tous les éditorialistes ici en France s'émerveillaient de son élection par rapport aux autres candidats américains. Il a eu une phrase d'ailleurs que j'ai trouvée un peu malheureuse quand il a dit que avec Hiroshima, c'est la mort qui
tombait de l'avion. Il y a un tweetos qui a fait remarquer très justement que la mort, on l'avait un peu poussée aussi pour qu'elle tombe de l'avion. Bon. Donc ça a été oublié. Je reviens sur la situation, en effet, ce qui a été dit sur la situation japonaise. Il faut savoir qu'on a une situation japonaise qui est très particulière. C'est-à-dire qu'aller dans ce sens-là, c'est vrai que ça, d'un certain côté, ça absout les Japonais. Il faut le dire. Et il faut le dire vraiment d'une manière appuyée. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai courant au Japon qui est un courant nationaliste, qui est un courant identitariste très fort. Et que le Premier ministre Shinzo Abe, avec la volonté évidemment de remilitariser notamment le Japon, et c'est quelque chose qui est très fort. Donc en effet, ce geste n'est pas un geste anodin. Mais ce geste de com, peut-être qu'on risque de le payer très cher. Regardez ce tweet, il y a des tweetos qui réagissent évidemment en même temps, comme chaque soir. Cette visite du président américain sur le sol japonais, elle fera oublier à cette nation les balafres de la bombe atomique du 6 août 1945. Elle va faire fructifier une coopération forte entre les deux États. C'était un enjeu de cette visite. Ils ont des intérêts qui sont rapprochés par l'émergence de la Chine. C'est-à-dire que cette Chine réautoritarisée, cette Chine militarisée, cette Chine qui veut imposer sa loi dans les mers qui l'abordent, il est clair que le Japon, les États-Unis, les Philippines, le Vietnam, vieil ennemi de l'Amérique qui est devenu un de ses plus proches, tous ces pays ont un intérêt commun maintenant de containment. Il en a d'ailleurs été question au G7. Par rapport à la Chine. Voilà. Après, je trouve que notre ami est un peu sévère sur Barack Obama parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui est souvent, j'allais dire, dans le message et que les actions n'ont pas toujours été là, mais il a été constamment agressé, il n'y a pas d'autre mot, par une majorité républicaine de droite, une des plus dures majorités de droite aux États-Unis qui a tout fait pour sabrer tout ce qui pouvait avancer. Il n'a pas été aidé sur le dossier du Moyen-Orient par un partenaire israélien. Sauf au départ où il avait la majorité pour le faire et où il n'a rien fait. Oui, mais que les gens qui nous écoutent doivent se dire comment ça se fait, par exemple, qu'à chaque massacre dans les universités, dans les campus ou ailleurs américains, vous avez encore Barack Obama, la larme à l'œil, qui dit c'est vraiment une catastrophe, c'est vraiment terrible, les aides à l'armement. Or, quand il avait la majorité pour le faire, il ne l'a pas fait. Parce que dans le cas à l'époque, des armes, il avait la majorité pour le faire. Dans le cas des armes, il n'y a aucune majorité aux États-Unis pour. Il n'a pas essayé de le faire. Il n'a pas essayé de le faire. La chose, c'est qu'il restera quand même des éléments très précis. Par exemple, l'Iran, on ne peut pas dire que c'est pas un changement. L'Iran est un changement majeur. De remettre l'Iran dans le jeu et de remettre l'Iran dans un dialogue avec les États-Unis est un changement majeur qui restera. Je ne crois pas qu'il avait le choix sur ce point. Oui, mais bon, on attend, je ne crois pas qu'il avait le choix. Non, franchement, il n'avait pas le choix sur ce point. Sur le nucléaire, j'aimerais qu'on en parle. Il y a ce discours de Prague qu'on a toujours en mémoire, évidemment, 2009, qui lui a valu, entre autres, son prix Nobel de la paix, contesté par certains. Barack Obama a prononcé un discours également ce matin, toujours sur la dénucléarisation du monde. On l'écoute, on en parle après. Parmi ces nations comme la mienne, qui ont des stocks d'armes nucléaires, nous devons avoir le courage de nous libérer de la logique de la peur et de favoriser un monde dénucléarisé. Nous voulons une voie qui mène à la destruction de ces stocks et empêcher que ces armes tombent entre les mains de fanatiques. Il a enterré Hiroshima, ses belles ambitions, Barack Obama, aujourd'hui, des paroles mais pas des actes sur cette question de la dénucléarisation. C'est évident que c'est un vœu pieux. Non, mais il est en fin, de toute façon, il est en fin de mandat, donc il ne peut pas faire autre chose que de faire un discours, un beau discours, mais il ne peut pas faire autre chose qu'un discours. Isis, j'imagine que les images, elles ont circulé en boucle, dans la presse, sur les réseaux sociaux également. Alors oui, un premier dessin du dessinateur japonais Norio, publié dans Asahi Shimbun, et on voit Barack Obama qui est prêt à décoller de la Maison Blanche pour aller justement vers Hiroshima. On voit les dômes des Jinbaku qui étaient les seuls bâtiments qui restaient début après que la bombe nucléaire explosé à Hiroshima. Et ce qui est intéressant du dessin, c'est qu'il a dessiné les ailes de Barack Obama avec une grue en forme d'origami. Un origami avec le rameau d'olivier dans la bouche. Voilà, justement, on parlait s'il allait faire ses excuses ou pas, la position du Japon. Et justement, en parlant de ce qui est arrivé dans les pages sombres des deux pays, ces dessins des Bado, dessinateurs canadiens, dessins publiés dans Le Droit. On voit Obama et le Premier ministre japonais Shinzo Abe qui se serrent la main, qui sont prêts pour faire la photo officielle.
Et Obama qui lui dit parlons baseball. Et on voit très bien que sous les pieds, ils ont les deux boulets. Celui de Barack Obama, Hiroshima, celui du Premier ministre Nanking, qui est l'une des massacres que l'armée impériale japonaise a commis en Chine en 1937 et qui a fait plus de 200 000 morts. Et on sait qu'il y a des historiens japonais qui ont beaucoup contesté ces massacres et qui fait toujours un peu débat, justement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça a arrangé les deux camps, que les Américains ne prononcent pas d'excuses. Et un autre dessin de Raima, dessinatrice vénézuélienne. Voilà, Obama qui apporte un cadeau à l'empereur Akito. Voilà, un bonsaï qui, si on regarde bien, c'est la forme du champignon nucléaire. Et on regarde l'expression un peu surprise de l'empereur. Et un dernier dessin de Ed Hall, dessinateur américain. Voilà, ça c'est un dessin qui fait référence à Hiroshima. On voit à nouveau le dôme de Genbaku. 166 000 fantômes Hiroshima, et au-dessus du dessin, on voit 15 000 qui devraient être des fantômes. Référence, voilà, à l'arsenal nucléaire dans le monde qui n'a cessé de croître. Alors, cette visite, elle intervient alors que le G7, il s'achève aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un veut en dire un mot. On en faisait un débat hier soir. Un G7 pour quoi dire, pour quoi faire. Je suis toujours fasciné par les images. Ils sont toujours sans veste et en chemise. Et ils plantent des arbres, c'est ce qu'on a vu hier. Ils sont autour d'une table, on a l'impression qu'ils vont se mettre à manger. Je trouve que le décorum de ce truc est quand même toujours à chaque fois très étudié pour vous expliquer qu'on est des gens comme vous, qu'on va régler vos problèmes. Il ne se passe absolument rien. Je crois que si tu... La série Vœux pieux dont je parlais tout à l'heure, alors là, c'est l'archétype des vœux pieux. On voudrait relancer, mais certains pays de toute façon ne veulent pas relancer. On voudrait faire des réformes structurelles, mais on sait bien que l'Allemagne et la Grande-Bretagne, enfin les Royaumes-Unis n'ont pas envie de faire ces réformes structurelles. Enfin, on parle que de la Chine, et la Chine qui devrait faire partie du G7 et qui n'en fait pas partie parce que enfin, c'est la première ou la deuxième puissance du monde. Les émergents qui étaient absents ça n'a pas de sens, quoi. C'est une mascarade. On va passer à un sujet, il y a fort à dire et le temps presse, c'est pour ça que j'accélère le rythme. Les blocages en France, évidemment, il y a un sondage qui vient de tomber, sondage Oxada. Alors ce n'est qu'un sondage évidemment, 6 Français sur 10 qui pensent que Manuel Valls va finir par céder. J'aimerais votre avis là-dessus. Joseph Massescaron. Moi, politiquement, je pense qu'il ne cédera pas. C'est-à-dire que la seule chose qu'il peut faire à un moment donné, c'est présenter sa démission et partir, si jamais vous y croyez vraiment qu'il parte dans ces cas-là. Ah oui, c'est-à-dire que oui, je crois. C'est-à-dire que franchement, c'est sa seule possibilité. De toute façon, c'est très simple. Aujourd'hui, Manuel Valls est en voie de fillonisation avancée. Donc, s'il ne veut pas finir entre guillemets comme François Fillon, c'est-à-dire avec l'impossibilité ensuite plus tard, s'il a un destin politique et à l'âge qu'il a, il estime avoir un destin politique et être obligé d'avoir à s'expliquer des réformes qui n'ont pas été faites ou du cabotage permanent économique et social qui ont été faits le long des côtes politiques françaises. S'il ne veut pas faire ça, la seule solution qu'il a, évidemment, c'est de partir et de choisir le bon moment pour partir. Donc je pense que s'il y a retrait ou s'il y a aménagement, maintenant, la cacophonie est totale, je veux dire, entre Manuel Valls, le groupe, la présidence du groupe, Michel Sapin hier qui faisait des déclarations immédiatement sur le fameux et fumeux article 2, qui d'ailleurs ne représente, Christine Cardin le sait, c'est-à-dire 4% des salariés français, à peu près en tout et pour tout. Donc c'est là-dessus que se joue le débat, ce qui est invraisemblable. Christine Cardellan sur les blocages, j'ai vu qu'une nouvelle écrivait sur Le Havre, notamment ce soir, le blocage. Non, mais je suis effrayée comme tout le monde que 2,8% des salariés, en l'occurrence ceux de la CGT, soit capable de bloquer quasiment un pays entier. Et je ne suis pas du tout sûre que le gouvernement va céder, mais je pense que la CGT n'est pas prête à céder non plus. Il y a de gros enjeux pour la CGT. Parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est l'euro. Et vous l'avez dit tout à l'heure, puisque la première dépêche, je crois que c'est la première dépêche qui tourne disant on essaye de bloquer les transports, etc. Mais je pense que depuis le début, ça n'a pas été fait au hasard, c'est l'euro qui est visé. On en parlait, c'était pas officiel, maintenant c'est dit. Très je crois que maintenant c'est dit, effectivement. Alors la CGT veut infantiliser le dialogue social en France. La crainte est qu'elle y parvienne, effectivement. Ce qui est fou, c'est qu'on perd le contact avec le contenu au bout d'un moment. C'est-à-dire, à la limite, il faudrait remettre cette loi sur la table et essayer de la relire pour voir qu'est-ce qui pose un tel problème qui met le pays au bord de la révolution. C'est quand même cet article 2.
C'est quand même, donc on revient à la case départ syndicale. Et la deuxième chose, c'est que ce qui est fou, c'est qu'on fait la révolution avant que le texte soit au moins rediscuté en deuxième lecture, qu'il soit allé au Sénat, qu'il soit revenu. Ouais, ça ne va pas changer grand-chose. Si, mais parlons au moins institutionnellement. Je veux dire, on a une guerre qui est déclarée à un gouvernement très fragile et très minoritaire, etc., mais avant que le processus, même politique, soit à peu près terminé. Et je suis quand même un peu... Moi, je vois autour de moi, peut-être que je vis dans un monde privilégié, je ne sais pas, peut-être que Paris est une planète à part en France. Sûrement. Mais j'ai l'impression d'abord que les gens, excusez-moi du mot, s'en contrefichent un peu. Le seul truc qui les embête, c'est qu'ils font la queue pour avoir de l'essence et qu'ils vont peut-être pas aller voir leur match de foot. Évidemment. Mais je sens pas une opinion publique absolument motivée par un débat essentiel de la République française. Pourtant, les chiffres sont quand même là. Oui, 58% des Français qui contestent ce texte, on a des images. Mais on sait pas ce qu'il y a dedans. Et puis de toute façon, on est des bons contestataires, on aime bien contester, on adore les sondages, ça se peut le prochain dira le contraire. Mais on sent pas, excusez-moi, je ne sens pas autour de moi, je ne vis pas que dans un milieu privilégié bobo parisien, je ne sens pas une mobilisation française essentielle, pré-révolutionnaire sur ce texte. Mobilisation non, mais refus, refus oui. Enfin moi je le sens, je l'entends et je prends les propos de Laurent Berger, c'est-à-dire qui est le patron de la CFDT, qui normalement soutient ce texte. Il soutient ce texte. Et qu'est-ce qu'il dit? Les paroles sont terribles. Il dit que ce gouvernement, notamment François Hollande, n'a jamais fait œuvre de pédagogie. Ça revient sur ce que Christine Cadelan disait. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Je rappelle quand même que c'est un texte du jour au lendemain qu'on a balancé de 130 pages, sans qu'il y ait débat avant. Voilà. Ensuite, après, le débat s'est perdu dans les méandres. On est revenu sur un texte, parce qu'il y a un deuxième texte. En fait, il y a une loi El Khomri 2. Il faudrait parler, pour être exact, de la loi El Khomri 2. Parce que ce n'est pas la même chose. Et on ne sait pas encore tout à fait ce qu'il y a dedans. Et je parlais de cabotage tout à l'heure. C'est l'absence totale de pédagogie. Même la CFDT le dit. Donc, il y a quand même un problème. Oui, alors justement, j'ai des dessins des dessinateurs étrangers qui ont commencé à réagir à ce qui se passe en France. Et le premier dessin des Bénédicte, dessinatrice suisse, on voit François Hollande qui dit « ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux ». Voilà, la méthode Coué. Voilà. Et du côté, on voit l'autre côté, la rue qui reprend ses chants de la Révolution française. Ça ira, ça ira, ça ira. Et voilà, les manifestants on voit celui-ci qui a un képi des polices sous un étendard. Un autre dessin de Mikhail Kontouris, dessinateur grec, voilà, qui reprend un très célèbre graffiti de Banksy. Voilà, justement, on avait une photo aussi, qu'on avait trouvé une photo de Jean-Philippe Chiazec pour l'AFP qui nous avait... on avait fait le parallèle, nous, en la voyant, un manifestant à Lyon, il me semble, aujourd'hui, face au CRS. Voilà, donc dans le graffiti de Banksy, c'est un bouquet de fleurs qui tient ces manifestants. Et dans les dessins des Kontouris, c'est une raffinerie sur laquelle c'est marqué mai 68. Voilà, un autre dessin des Chapat, dessinateur suisse, dessin publié dans Le Temps. Voilà, on voit le général Charles de Gaulle qui donne un conseil à François Hollande. La seule chose à faire dans ces pays, supprimer le mois de mai, bien sûr, référence au mai 68 et au mois de mai qui connaît François Hollande. On voit à travers la fenêtre les Français avec les pancartes Révolution, grève et bien sûr Nuit debout. Merci beaucoup, vous restez avec moi, on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants, on va vous parler Grèce, dette grecque, élections également en Autriche, vous le verrez, l'Europe s'est fait peur en début de semaine, à tout de suite.